Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs de Micro-ondes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la 20e édition du Festival géopolitique de Grenoble École de Management, qui a pour thème l'Europe. Et donc justement, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot Europe? Je suis persuadé, si vous demandez à votre voisin à quoi il a pensé quand j'ai dit le mot Europe, il aura pensé à quelque chose de différent de vous. Et non pas, justement, c'est là où réside la difficulté du mot Europe, qui a plusieurs définitions, historiques, culturelles, géographiques, on peut continuer, mais aussi plusieurs images ou plusieurs perceptions derrière ces définitions. Si on prend par exemple l'Union européenne, certaines personnes vont y voir un ramassis de technocrates qui veut libéraliser les pays, et d'autres vont y voir un ensemble qui veut au contraire diffuser le progrès et la paix à travers l'Europe, pour caricaturer bien sûr. Mais ce qui montre bien, c'est qu'il y a différentes images pour des mêmes définitions de l'Europe. Et justement, c'est ça pourquoi c'est cette émission, le thème de cette émission. Et justement, on va étudier comment se créent ces images et aussi quelles sont les différentes lignes de fracture qui produisent des images. Ça peut être des fractures politiques, historiques, l'Est, l'Ouest par exemple. Ou aussi, est-ce qu'il y a un modèle, une vitrine de l'Europe, vers quoi on tendrait une image de l'Europe qui serait un peu, qui réunirait les gens, où les gens seraient tous d'accord pour dire ce pays, cette ville, c'est l'image de l'Europe. Et enfin, est-ce qu'il faut raisonner comme pour une marque, c'est-à-dire que l'image de l'Europe, c'est quelque chose, on va mettre les attentes du public en adéquation avec l'identité de l'Europe, ou alors tout est à construire, les attentes des peuples et l'identité européenne. Et enfin, est-ce que la diversité actuelle des images de l'Europe, tout le monde qui a des images différentes de l'Europe, est-ce que c'est un frein ou un moteur à l'intégration européenne, ou en tout cas à l'Europe? Et donc pour nous éclairer sur ces différentes thématiques, je vous prie d'accueillir Monsieur David Turtry, donc, qui est spécialiste de la géopolitique de l'Eurasie et chercheur associé à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et Monsieur Éric Bertin, docteur en sémiotique et directeur général adjoint en charge des stratégies McCann France. McCann, qui est une agence de communication qui a par exemple fait la campagne Nespresso ou L'Oréal parce que je le vaux bien. Et donc, je vais me tourner vers vous, Monsieur Bertin, en premier. Comme vous êtes chercheur en sémiotique, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu comment les images, les stéréotypes se créent chez une personne? Quels sont les processus dans les peuples? Comment se créent les images, les stéréotypes? Bonjour d'abord, je suis ravi d'être avec vous ici, même si je ne suis pas du tout sur mon domaine de compétences, mais je vais essayer d'échanger avec M. Turtry sur le sujet de façon assez simple. Alors, la formation, les images et les stéréotypes, c'est des notions qu'on utilise tout le temps. Ça fait vraiment partie de notre vocabulaire quotidien. C'est des notions qui sont assez complexes. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet-là, mais je pense qu'il y a un constat un peu commun autour de ces notions. C'est, dans les deux cas, c'est des représentations qui sont très simplificatrices, qui permettent de caractériser l'autre au sens large. Ça peut être un ensemble ça peut être un collectif, ça peut être différents types de groupes, des croyances. Et c'est des représentations qui se stabilisent au fil de l'usage et de leur diffusion. Donc c'est un processus qui est lié à l'expérience de chaque locuteur. Et évidemment, il y a une dimension temporelle qui est importante. Et en fait, comment dire, je ne sais pas si on peut dire la vertu principale, mais en tout cas la force principale des images et des stéréotypes, c'est qu'elles rendent accessibles des phénomènes ou des réalités assez complexes en les simplifiant. Donc c'est un processus de communication qui permet de simplifier des choses complexes avec tout ce que ça comporte évidemment de réduction et comment dire, de mise en pratique des préjugés et des idées préconçues. Donc le procédé principal, en fait, c'est de généraliser des traits particuliers à un groupe social, par exemple. C'est vrai pour les stéréotypes et pour les images. Le problème après, c'est que ça constitue une sorte de filtre cognitif qui oriente le réel. Effectivement, donc quand on parle de l'Europe, par exemple, il y a immédiatement un certain nombre de filtres cognitifs qui s'intercalent entre la réalité et la situation qu'on est en train de vivre. Alors,
pourquoi est-ce qu'elles sont, aussi importantes aujourd'hui? Enfin, les images, les stéréotypes, pourquoi c'est aussi important? Et ça, c'est plus large que la question de l'Europe. C'est que, comme on est dans une société d'hyper-sollicitation et d'hyper-proposition, tous les processus et les procédés qui permettent de simplifier le complexe jouent un grand rôle, en fait. Et donc, ça participe d'une espèce d'économie de l'attention qui permet du coup de simplifier, de trier et de réduire. Alors, ça fonctionne un peu comme une sorte de métonymie souvent, le stéréotype. Hein. C'est la partie pour le tout. Donc, on va réduire l'Europe au ramassis de technocrates dont vous parliez à l'instant. C'est simple, c'est rapide, ça écarte évidemment une très grande partie de cette réalité. Voilà, on parlera de l'Europe de la crise ou du vieux continent. Voilà. Donc ça constitue ces... les images sont un peu plus complexes, un peu plus plurielles. Les stéréotypes, en général, c'est très univoque et exclusif. Alors, ça a encore plus d'effet, si je peux dire, dans ce processus de simplification et de réduction. Le point aussi qui est important de retenir, évidemment, c'est la nature idéologique des stéréotypes et des images, puisque d'une certaine façon, ils contribuent à naturaliser des préjugés, en fait, à travers ce processus comme ça de stabilisation de préjugés et d'idées préconçues. Ils les naturalisent en les faisant prendre en les présentant comme des sortes d'évidence. Donc c'est ça, je pense, c'est à la fois le point d'intérêt et le danger et la limite de ces images et de ces stéréotypes. Et justement, monsieur Tortry, donc vous avez expliqué que c'était la réduction d'un tout à une partie, finalement, les images, les stéréotypes. Et justement, si on prend la fracture, on va dire, historique du bloc de l'Est, du bloc de l'Ouest, comment les autres pays de l'ex-bloc de l'Est, à quelle partie ils réduisent l'Europe? Alors déjà, je souhaiterais revenir un tout petit peu en arrière en disant que l'analyse géopolitique est justement très marquée sur l'analyse des représentations. Alors, ce n'est pas forcément toute la géopolitique qui s'occupe de cet aspect, mais l'école française, notamment de géopolitique, a insisté énormément sur l'analyse des représentations. Pourquoi? Parce que, tout simplement, une bonne partie des stratégies géopolitiques mises en place par les États, une bonne partie des problèmes de conflits qui opposent les peuples sont liés à des représentations. Des représentations qui vont de la représentation de l'ennemi. Hein, il y a un ennemi historique et on a du mal à se sortir de cette représentation. Des représentations de ce qu'est l'État et ses frontières, les représentations de ce qu'est l'Europe, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne. Et alors ces représentations, elles sont à la fois ce qu'on appelle des cartes mentales, c'est-à-dire qu'on a en tête une carte. Quand on parle de l'Europe, si on veut la dessiner en quelque sorte, on a en tête une sorte de carte de l'Europe avec des frontières qui seront relativement floues évidemment, mais qui correspondront à une certaine représentation. Ces représentations, elles peuvent être des cartes réelles, hein, et là, évidemment, il y a un message au travers de toute carte. Hein, et ça, souvent, le problème de la personne qui n'a pas de recul, c'est qu'il souvent il voit une carte en pensant que c'est neutre. Non, toute carte a un message derrière, même si il se veut parfois le plus neutre possible. J'ai vu récemment quelque chose qui m'a frappé, c'est une carte dite de l'Europe où on a en réalité l'ensemble des États de l'Union européenne auxquels on a ajouté les États qui sont dans le voisinage, c'est-à-dire notamment à l'Est, l'Ukraine, la Biélorussie, etc., et qui ont des accords. Plus à l'Est, on avait une couleur bleue qui était la même que l'ensemble des mers et océans qui bordent l'Europe. Et donc, au travers de ça, on a bien compris, on avait fait disparaître le grand voisin de l'Europe qui est la Russie,
Et le message était relativement clair, c'est-à-dire qu'on ignore totalement ce voisin, voire on en fait une sorte d'océan. Alors c'est un océan de steppe, certes, mais il y a quand même quelques habitants. Donc voilà, ça c'est un exemple de représentation de l'Europe. Maintenant, pour ce qui est de l'Europe de l'Est, il y a des représentations évidemment plurielles. L'Europe de l'Est est plurielle et là encore c'est difficile de faire des simplifications. Simplement, à la chute du mur de Berlin et à la chute du rideau de fer, ces États de l'Europe de l'Est ont perçu l'Europe comme un espace de prospérité. Et je pense qu'il faut insister là-dessus, ça reste encore vrai, notamment pour les pays qui n'en font pas partie. Il ne faut pas se faire non plus d'illusions trop romantiques sur les peuples qui aspirent à une espèce d'idée européenne évanescente et voilà, de grands principes de démocratie. Certes, la démocratie est une grande aspiration, mais pour beaucoup de peuples et de beaucoup de citoyens de ces États, c'est quand même assez concret. C'est qu'on veut vivre aussi bien qu'en Europe. Et dans un deuxième temps, ou à peu près au même niveau, surtout après la chute du communisme, c'était l'accès à la démocratie libérale telle que on se l'a représenté aussi d'ailleurs, parce que en Europe de l'Est et en Europe orientale, il faut savoir qu'il y avait aussi beaucoup de représentations un peu idéalisées de la démocratie occidentale, parce que paradoxalement, comme ils avaient l'impression qu'on leur cachait à raison un certain nombre de choses sous le régime communiste, par contre-coup, ils avaient l'impression que derrière, c'était un petit peu une sorte de paradis, d'Eldorado. Et une fois qu'il a fallu construire ces démocraties, cette économie de marché, on s'est aperçu que c'est quand même plus compliqué que ça, et que les représentations n'étaient pas forcément toujours en phase avec la réalité. Donc je dirais que pour l'Europe de l'Est, si on veut là aussi simplifier, on a tous ces éléments qui sont l'accès à une certaine prospérité, l'accès à la démocratie, la libre circulation, ça c'est un élément extrêmement important dans la mesure où on avait un espace qui était fermé, ou en tout cas qui était centré sur un tout autre espace. C'est-à-dire que les Européens de l'Est, dans l'Empire soviétique, eh bien, ils pouvaient voyager sur un espace relativement grand, mais il n'était pas du tout celui de l'Union européenne. Il était plus tourné vers l'Eurasie. Maintenant, à l'intérieur de cet espace de l'Europe de l'Est et de l'Europe orientale, on a des représentations tout à fait fragmentées, dans la mesure où on a notamment historiquement des oppositions qui sont diverses selon les États. C'est vrai qu'il y avait un thème commun ces dernières décennies, c'était la fin de la domination soviétique. Donc c'était un peu ce qui leur donnait une forme de solidarité. Mais petit à petit renaissent sinon des oppositions, du moins des représentations peut-être plus profondes et plus anciennes, avec des États comme la Pologne, où il y a un contentieux historique peut-être assez profond, au moins au niveau des élites vis-à-vis de la Russie, et d'autres États, par exemple comme les Tchèques ou les Slovaques, pour lesquels ce contentieux est quand même beaucoup moins prégnant. Et évidemment, ces représentations eh bien, on a un impact assez fort sur la politique qui est menée par ces États. Donc nous sommes passés de l'idéalisme d'une Europe parfaite, sauveur qu'ils avaient par manque d'informations un peu sous le communisme, à quelque chose de plus réaliste, et donc l'histoire reprend un peu le poids en fonction des anciennes rivalités. Oui, il y avait cet aspect-là, et je pense qu'il est important à avoir en tête, parce qu'il y avait une forme d'idéalisation. Et aujourd'hui, vis-à-vis d'une réalité qui est un peu plus complexe, eh bien, on a monté des populismes qui est aussi lié à ça, c'est-à-dire qu'elle est liée au fait qu'une partie de la population, finalement, dans ces États, la majorité de la population, en réalité, n'a pas un niveau de vie qui a rattrapé le nôtre, alors que dans les représentations qui était celle de l'adhésion à l'Union européenne, c'était de dire on va adhérer à ce club. Eh bien, en réalité,
10 ans, 15 ans, voire plus. Et plus tard, il s'avère que le rattrapage en question, il n'a pas lieu, ou il a lieu un petit peu, mais on reste dans des écarts extrêmement importants. Et que donc il y avait une représentation de ce que ça allait être, et puis il y a la réalité qui est quand même beaucoup plus complexe. Plus largement, il y a aussi la question, et là on rejoint à la fois l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, c'est celle de savoir à la fois qu'est-ce que l'Europe en termes de structure. C'est l'Union européenne, c'est éventuellement autre chose. À l'heure actuelle, on a le Brexit en toile de fond. Moi, c'est ce que j'aime à répéter. Si demain, les Britanniques sortaient de l'Union européenne, ce qui semble assez compromis, ou en tout cas se fait de manière extrêmement difficile, et ben, ils seront toujours en Europe. Et ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a tendance par facilité à parler d'Europe en entendant l'Union européenne et vice-versa. De l'autre côté, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Europe au sens des frontières, jusqu'où on va. Il y a une période encore récente où il semblait que l'Europe, au sens de l'Union européenne, allait s'élargir pratiquement indéfiniment. C'est-à-dire qu'on avait des vagues d'élargissement, et à chaque vague d'élargissement, on découvrait, surtout nous les Européens de l'Ouest, on découvrait que de nouveaux pays toujours plus loin se disaient européens. Et on a pu être assez surpris éventuellement de découvrir ces pays parfois peu connus. Alors maintenant que l'Europe se pose beaucoup de questions internes, parce qu'on connaît la crise européenne, et c'est un petit peu maintenant un lieu commun, eh bien, il y a quand même beaucoup de monde qui est pour dire maintenant il faudrait qu'on fixe des frontières, parce que c'est plus trop tenable ça. Mais là, ça renvoie à nouveau à des représentations. Comment se représente-t-on les frontières de l'Europe, et quels sont les critères pour les déterminer? Mais justement, parce que quand on parle d'Europe aussi, on parle aussi souvent des pères fondateurs, qui pour nous sont Jean Monnet, sont les pères fondateurs de l'Europe. Mais est-ce que justement dans les pays qui sont rentrés dans l'Europe plus tardivement, est-ce qu'ils ont cette même représentation des pères fondateurs, ou pour eux les pères fondateurs c'est Jacques Delors, ou c'est Victor Hugo, il remonte beaucoup plus haut. C'est comment est-ce qu'ils ont une représentation des pères fondateurs de l'Europe, ou pour eux c'est vraiment quelque chose qui... L'Europe c'est vraiment beaucoup plus géographique, politique, il n'y a pas de personnification? Bon, là il faudrait faire des études assez précises pour voir de quoi il s'agit. Ce qui me frappe dans votre question, c'est que vous parlez de pères fondateurs qui sont très majoritairement occidentaux, voire franco-français. Donc, et ça pose effectivement question, parce que c'est la nécessité pour les Européens de ce qui a pu être appelé la Nouvelle Europe, encore un concept un petit peu de représentation, qui doivent se l'approprier, cette Europe. Et si effectivement on perçoit cette Europe comme seulement cette grande Europe des 28 comme la continuation finalement de l'Europe à 12, ou à 6 ou à 12, eh bien on risque d'avoir des malentendus, effectivement, parce que leur histoire est différente et parce qu'ils n'ont pas participé à toute cette première phase. Donc ce serait d'ailleurs effectivement quelque chose de tout à fait utile, et je ne pense qu'on n'a pas ça dans nos programmes d'enseignement, qu'on ait un petit peu des figures, qu'on partage un certain nombre de figures sur l'ensemble du continent européen, c'est-à-dire que nous-mêmes Français, on connaisse un peu quels sont justement les Victor Hugo tchèques, slovaques ou bulgares. Or on ne les connaît pas, et ça pose aussi beaucoup de questions. Et j'ai une question du coup sur les personnages. Est-ce que ce sont vraiment les personnages qui vont faire les meilleures images, les meilleurs stéréotypes? Est-ce que c'est par la présence de quelqu'un vraiment de physique, d'une image, d'un visage? Est-ce que c'est vraiment cela qui va faire les meilleurs stéréotypes?
Déjà, je voudrais un petit peu revenir sur cette question des pères fondateurs. Effectivement, c'est une question intéressante, enfin, en tout cas du point de vue de la production de signes et de significations culturelles. Je ne suis pas persuadé, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne suis pas persuadé que les pères fondateurs tels qu'on les connaît sont des images et des stéréotypes. Je pense que c'est effectivement des figures, mais vous voyez, je n'ai pas du tout le sentiment qu'ils ont ce statut un peu de, comment dire, de figure héroïque qui installe un mythe fondateur, justement au même titre que les pères fondateurs américains, qui ont une véritable efficacité dans la réactivation de certaines séquences politiques un peu structurantes. Nous, on a effectivement ces figures, mais comme vous le disiez, il y a certainement un travail à faire qui n'est pas forcément un travail de communication, mais c'est un travail d'éducation aussi, sur le rôle de ces pères fondateurs. Aujourd'hui, peut-être la seule chose qui se passe, c'est qu'ils sont un peu dans une espèce, pour ceux qui les connaissent, dans une sorte d'Olympe, un peu inaccessible et préservés. Ils ont une forme d'infaillibilité qui permet, j'imagine, une sorte de découplage avec les vicissitudes de l'Europe dans ses difficultés actuelles d'organisation et d'institution. Voilà, pour moi, c'est un premier point, une première interrogation. Ensuite, c'est intéressant de se poser cette question-là. Est-ce qu'il faudrait personnifier et comment? Mais alors justement, ça rejoint la question de la nature des images, des stéréotypes. C'est que c'est pas quelque chose qui se contrôle en fait. La production d'images et de stéréotypes, c'est pas un phénomène qui est contrôlé par une instance émettrice en fait, et qui dit à un moment donné, ben voilà, il faut que ce personnage, cette situation se transforme, acquiert le statut de stéréotype. Ça peut arriver, mais je pense pas que ce soit dépendant simplement de l'intention en fait. Après, j'ai l'impression que à l'heure actuelle, une entreprise comme celle-là est assez compliquée parce qu'elle pourrait passer pour une sorte de justification a posteriori et de construction un peu artificielle. En tout cas, si on voulait réaliser le potentiel d'images et de stéréotypes de ces grands personnages, la manipulation politique n'est pas très loin. L'Europe, dans ses difficultés actuelles, qui réactive le potentiel un peu d'icône de ces personnages-là, ça me paraît être assez malaisé. L'autre point, c'est que ça me semble politiquement pas du tout contemporain de faire ça. C'est-à-dire d'aller chercher des personnages historiques pour venir en aide à la construction européenne. Alors, sur un plan éducatif, c'est autre chose, mais je pense que sur le plan de la circulation des formes culturelles, pourquoi pas penser plutôt à des citoyens? Je veux dire, il y a quand même une horizontalisation de la société qui se fait, qui est travaillée en grande partie par la digitalisation évidemment, par la globalisation aussi, qui fait que notamment, par exemple, la question de l'appartenance, notamment pour les jeunes, la question de l'appartenance à l'État-nation est quand même mise un peu en tension avec des niveaux d'appartenance autres à des communautés, des collectivités hors sol. Donc les gens s'agrègent à des communautés d'intérêt qui sont transnationales, participent à des initiatives, on en a parlé un petit peu ce matin, qui peuvent avoir une dimension politique d'ailleurs, ou en tout cas citoyenne, et puis peuvent se désengager par la suite. Donc est-ce qu'il faut personnifier, personnaliser, incarner certainement, mais peut-être que cette personnification, elle passe plus par la diversité citoyenne de la réalité européenne que par des grandes figures plus historiques et institutionnelles. Justement, parce que là on parle de créer une image de l'Europe avec, par exemple, là c'était l'hypothèse des pères fondateurs, refaire revivre les pères fondateurs. Mais est-ce qu'on tend vers une image de l'Europe? Est-ce que vous voyez
une force qui va vers unifier l'image de l'Europe, ou justement c'est vraiment chacun garde des images de l'Europe bien différentes et c'est pas prêt de changer. Et je veux dire, il n'y a pas de mouvement unificateur, pas de volonté unificatrice, soit des autorités ou soit justement de mouvements citoyens ou Écoutez, la question de l'unification et de l'unité de l'Europe, ce sont d'ailleurs deux questions un peu différentes parce qu'on peut avoir une volonté d'unifier au sens d'une certaine culture commune, mais qui ne sera pas forcément le meilleur moyen de créer une unité. L'unité de l'Europe, elle passera a priori par sa diversité. C'est-à-dire que si on reconnaît la diversité de cette Europe, de ses nations, éventuellement même de ses régionalismes, puisqu'on voit qu'il y a un certain nombre de régionalismes très revendicatifs, eh bien, je pense que ce sera le meilleur moyen de maintenir son unité. Par contre, une volonté un petit peu trop dirigiste d'unifier, soit par des normes, soit par des représentations un petit peu imposées. L'idée de père fondateur, je la trouve assez amusante parce que je pense que ça, c'est quand même une idée assez, finalement, assez américaine. Et ça pose question parce que justement, l'Europe, à l'heure actuelle, on le voit, on a une crise dans les relations atlantiques. Très nette. C'est en gros les États-Unis de manière paradoxale, alors que pendant longtemps, la représentation, c'était l'Europe qui devait tenter un petit peu de s'autonomiser vis-à-vis des États-Unis, et les États-Unis qui étaient contre. Maintenant, c'est presque l'inverse. Les États-Unis disent allez-y, nous, on ne veut plus de vous. Alors, ça peut être conjoncturel avec Trump, mais il semblerait quand même qu'il y a une évolution de fond d'un divorce, une sorte de forme de divorce entre les élites américaines et les Européens. Donc il y a nécessité pour les Européens de trouver leur propre représentation et de couper le cordon un petit peu, et notamment les élites qui ont longtemps vécu de manière très confortable dans l'idée que finalement, eh bien, le souffle, disons, européen, il était un petit peu le prolongement d'une grande unité euro-atlantique. C'était quand même très confortable comme situation maintenant. Penser seul, entre guillemets, parce qu'on est quand même beaucoup, mais penser l'Europe en tant que telle, avec ses propres intérêts indépendants, c'est aussi une question d'image et de représentation. Et ça se construit. Alors moi je pense que l'idée dont on parlait tout à l'heure, c'est pas celle des pères fondateurs, mais par contre celle d'un espace culturel commun où on connaît mieux la culture des autres, et pourquoi pas, parce que c'est relativement simple et efficace de connaître un peu quelques grandes figures culturelles mais qui ont une dimension historique. Je pense que là, et ça sera un peu dans la discussion, que c'est important, parce que ce qu'on reproche aussi à l'idée européenne, c'est éventuellement un caractère un petit peu artificiel, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est que cette Europe dont on parle très souvent, mais après, on a un peu du mal à finalement avoir des éléments très, très concrets. Et là, on aurait a priori des éléments très importants, parce qu'on s'apercevrait que très longtemps avant la construction européenne, on avait une culture européenne qui circulait. La circulation des idées, la circulation des intellectuels, la circulation des écrivains, elle a commencé très très tôt. Et d'une certaine mesure, il y a une Europe, y compris, on peut même remonter jusqu'au Moyen-Âge, où les élites intellectuelles, paradoxalement, circulaient presque plus qu'à une certaine époque récente des nationalismes et de l'idée nationale. On se rappelle que l'Europe du Moyen-Âge avait, et jusqu'à la Renaissance, une langue commune qui était le latin, par exemple. Bon, évidemment, ça n'est plus l'objet de l'ère actuelle, mais je pense que rappeler des choses comme ça, ça permettrait de donner une profondeur à une Europe qui souvent en manque un peu, et permettrait aussi de dépasser des représentations assez, on n'a pas encore parlé, aussi assez diverses du projet Europe.
parce que c'est pas seulement, il n'y a pas seulement une dichotomie Est-Ouest, Nord-Sud. On parle souvent du couple franco-allemand, hein, comme le cœur de l'Europe. Bien. Pour les Français, le projet français de l'Europe, c'est une Europe puissance. Hein, dès les premières, très vite au début, l'idée française, c'est de dire on construit l'Europe pour qu'elle forme une puissance. Alors pas une puissance au sens d'une puissance étatique, parce que là c'est un peu plus complexe, mais qu'elle puisse affirmer sa voix dans le monde en s'unifiant. L'idée allemande, elle est un peu différente, parce que rappelons qu'au départ, pour les Allemands, l'Europe, c'est un peu une manière un peu de se réintégrer à la communauté internationale. Hein. Rappelons le poids de l'histoire qu'elle a porté pendant des décennies. Donc l'Europe, c'était le moyen finalement de se refaire accepter dans la communauté internationale et particulièrement européenne, et c'était beaucoup moins un projet plus ambitieux et global. Pour les Britanniques qui se posent beaucoup de questions sur leur appartenance, l'Europe a été plutôt un vaste espace de libre circulation. Et justement, le Brexit, c'est un peu cette tension. C'est à partir du moment où les normes européennes deviennent de plus en plus structurées et à partir du moment où celles-ci s'imposent de plus en plus dans les espaces nationaux, et bien, pour les représentations britanniques, on change de projet et ça leur pose, en tout cas une bonne partie d'entre eux, ça leur pose problème et ça leur pose question. Donc, et ce n'est pas leur projet, ou pas totalement, pas pour tous. Donc voilà, on a une diversité des représentations de ce que doit être l'Europe, qui concerne, là, vous voyez, ce sont 3 puissances d'Europe occidentale. Alors c'est dire la diversité à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Excusez-moi, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur l'aspect culturel. Qui me semble assez intéressant. Vous parliez de l'affrontement, enfin de qu'est-ce qui reste de la fracture Est-Ouest finalement. Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que cette espèce d'antagonisme qui a structuré dans nos imaginaires est encore opératoire? Moi, je trouve un truc assez rigolo, c'est il y a une sorte de rémanence en fait de l'ex-bloc soviétique à travers des formes culturelles, à travers l'iconographie qui a été détournée, qui a donné lieu à une espèce de pop culture, en fait, tout un langage qui a détourné l'iconographie du bloc soviétique et qui a fait les beaux jours de la pop culture digitale. C'est un peu moins vrai maintenant, mais pendant des années, c'est devenu finalement ça a participé d'un langage, pas universel, mais disons un langage commun, autour des ruines un peu de cet antagonisme. Alors aujourd'hui, pour nous, enfin pour les générations précédentes, c'est un imaginaire antagoniste de référence, mais qui sans doute qui s'efface pour les jeunes générations, qui vivent plutôt dans une sorte d'égalitarisme. D'égalitarisme des nations européennes qui est alimenté en large partie, je pense, par un imaginaire de fluidité, de flexibilité, qui fait qu'on voyage, on voyage partout et finalement on a l'impression que par rapport à la génération précédente, encore une fois, où quand on voyageait, on allait visiter les grandes capitales européennes, on commençait par ça, on allait à Rome, on allait à Londres, etc. Aujourd'hui, il y a cette sorte je pense que la montée en puissance de la diversité et de l'inclusion comme valeur cardinale d'un imaginaire citoyen fait que le Monténégro est au même niveau que l'Italie ou que d'autres pays. Et je pense que cette fluidité, elle rebat les cartes aussi de ces anciennes fractures qui étaient des fractures d'abord politiques et historiques, alors que là, la dimension, on va dire la fluidité culturelle, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure,
la fluidité culturelle servie par la diversité a tendance à recoudre le tissu, peut-être. Est-ce qu'une initiative comme celle récente du choix de capitale européenne de la culture, ça peut justement relier ces deux types de fluidité qui s'opposent, la fluidité géographique par rapport au transport facile entre les différents pays, et la fluidité culturelle en mettant le spot et en valorisant une ville qui n'aura pas eu cette valorisation auparavant? Oui, certainement. Bien sûr, c'est dans la mesure où c'est, j'ai envie de dire, une présidence tournante, c'est-à-dire que ça permet de donner un soutien institutionnel et politique à une ville à un moment donné, peut-être justement pour qu'il y ait un effet d'accélération sur elle, mais qu'ensuite elle est remplacée par une autre. Oui, certainement. Mais c'est intéressant de regarder justement les villes qui sont les plus visitées. Alors, je me suis un peu baladé quand on regarde sur Internet. On voit des classements officiels, c'est-à-dire des classements qui sont proposés par les comparateurs de prix, par exemple. Donc des logiques marchandes qui sont liées à des logiques de fréquentation pure. On voit ressortir les villes les plus visitées qui sont des villes classiques, on va dire. Enfin, des destinations européennes classiques. Et puis si on se balade sur des blogs, donc d'autres sources d'influence qui contribuent à faire évoluer la culture européenne, eh bien il y a d'autres villes qui apparaissent. Et Leipzig est la ville la plus cool, par exemple. Pendant très longtemps, ça a été Berlin, qui était aussi une autre... dont le centre et la fonction culturelle est extrêmement importante dans un petit peu l'évolution de cette vision de l'Europe. Mais voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de villes comme ça qui vont bénéficier d'initiatives du type capitale de la culture, mais qui pourront aussi peut-être émerger de manière plus réticulaire, c'est-à-dire à travers des réseaux d'influence, d'influenceurs qui font émerger des destinations à un moment donné et qui leur donnent une forme d'égalité par rapport à d'autres destinations plus reconnues comme qui sont déjà en fait des capitales culturelles. Je pense qu'il y a une valorisation telle de la différence aujourd'hui, ça fait aussi partie de notre culture. Il y a une telle valorisation de la différence que finalement, ça effectue des nivellements. C'est-à-dire ce qui était auparavant valorisé à travers d'un certain nombre de critères de légitimation culturelle, politique, économique, etc., sont, à cause de la valorisation de la différence, nivelés et font émerger d'autres villes et d'autres destinations. Donc je reviens à mon histoire du Monténégro, par exemple, ou de Leipzig, qui sera valorisé de par sa différence, parce que c'est singulier d'aller à Leipzig par rapport à d'autres destinations qui seraient plus, on va dire, déjà normalisées, quoi. Donc on a parlé beaucoup de la culture pour l'instant en termes d'image et tout ça, mais est-ce que l'économie et par exemple des grandes marques pourraient servir d'image d'Europe, pourraient servir de champion, par exemple un champion européen économique pourrait servir pour unifier l'Europe derrière une image? Alors je crois que c'est un pari qui est difficile. C'est pour une marque, c'est un choix très sensible de s'attacher ou de s'arrimer à une réalité politique, quoi, hein, de dire voilà, je soutiens ou je défends les couleurs de tel pays ou de tel continent. C'est un terrain très très sensible en fait. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais qui étaient plus liées pour certaines marques, un peu à l'inverse, comment dire, qui était plus de faire reconnaître qu'elle créait de la valeur et de la richesse localement. Made by French hands, par exemple, hein, qui est un phénomène qu'on voit dans des tas de pays, hein, en Égypte, partout, pour que les grandes entreprises internationales, les grandes marques internationales, montrent bien qu'elles ne sont pas des acteurs du grand capital hors sol, mais qu'elles contribuent à la richesse, à la production de richesse dans les pays. Ça, c'est déjà une initiative, mais c'est une initiative un peu
de justification, je pense. Après, je crois que le grand danger, c'est la déclaration d'intention. Des marques qui, alors ce matin, dans la présentation qu'on a faite, on a parlé d'initiatives de marques, comme je pense à HSBC, qui a voulu se présenter comme un acteur luttant contre le Brexit, et qui a confondu opportunité et opportunisme, parce que immédiatement, il y a eu un effet de backlash dramatique pour elle. Donc la grande difficulté, là, en fait, c'est justement cette question-là. C'est que pour des acteurs économiques, sur des sujets qui sont aussi sensibles, où finalement la réponse n'est pas la communication, mais l'action. Alors la communication peut participer de ça, mais le risque est quand même très grand pour une marque, surtout aujourd'hui, de dire bon ben voilà, moi je déclare que je suis une marque européenne ou je soutiens les Européens pour telle ou telle raison, et qui va se trouver confronté ensuite à l'administration de la preuve. C'est-à-dire quelles sont les preuves. Et vous voyez bien comment fonctionnent aujourd'hui les logiques d'emballement des médias sociaux qui mènent les entreprises et les marques au tribunal de l'opinion publique numérique. Donc je pense que les risques sont assez grands. Alors il y a une ou deux initiatives. Chez Macan, on a lancé une initiative avec Opel, justement, je pense que c'est une des premières campagnes européennes, entre guillemets, qui est fondée sur une idée qui est venue de cette étude qu'on a menée sur l'Europe, et qui était de dire de réhabiliter un peu la marque Opel, qui, grosso modo, a une perception très forte en Allemagne, évidemment, mais une perception très dégradée ou très fonctionnalisée, on va dire, dans la plupart des pays européens. Et donc, il y a eu ce projet autour de cette idée simple qui est Born in Germany, made for us all, made for Europeans. Et donc, ça consiste à montrer dans un premier temps, parce que c'est le début de cette initiative, consiste à montrer que les Opel ont été conçues parce qu'elles ont été mises à l'épreuve justement de toutes les difficultés que représentent les routes européennes dans différents pays. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper, parce que pour l'instant, c'est une initiative publicitaire. Et c'est pour ça que je fais la distinction entre, opération de communication et initiative. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avenir le rôle que peuvent jouer les marques dans des problématiques, on va dire, un peu politiques ou citoyennes, c'est beaucoup plus des initiatives que des campagnes de communication. Les campagnes de communication, c'est très bien, si ça marche, c'est parfait. Mais le véritable enjeu, c'est plus la capacité des marques aujourd'hui à accueillir et amplifier des initiatives citoyennes, par exemple, que de capturer de manière un peu opportuniste des évolutions du paysage mental, justement, des pays sur lesquels elles opèrent. Donc voilà, je pense que c'est plus la question des initiatives. Hein. On parlait ce matin de Patagonia, évidemment pas une entreprise européenne, mais qui, je pense, utilise ses moyens de manière intelligente. C'est-à-dire, une des manières d'exercer une forme d'action citoyenne aujourd'hui peut être servie par les marques et par leur capacité à devenir des structures d'accueil. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des êtres de discours qui s'octroient un territoire symbolique à travers la publicité et racontent une histoire, les marques aujourd'hui ont la possibilité de devenir des structures d'accueil pour fédérer et amplifier des initiatives. Entre autres parce qu'elles ont un pouvoir d'attraction, et deuxièmement parce qu'elles ont très souvent des infrastructures technologiques qui sont très fortes, notamment des plateformes digitales, qui permettent justement à un moment donné de fédérer des initiatives et de permettre à des acteurs, consommateurs, même pas forcément consommateurs, mais citoyens, d'agir.
pour une cause qui peut être la cause européenne. Mais justement, quand vous avez parlé du slogan d'Opel, vous avez utilisé la langue anglaise, vous l'avez dit en anglais. Et donc, justement, Monsieur Tortry, est-ce que, parce qu'il y a des fractures linguistiques à l'intérieur de l'Europe, il y a les langues slaves, les langues latines, les langues saxonnes. Et donc, est-ce qu'on peut remarquer des différences dans la perception de l'Europe en fonction des langues, ou le fait d'être slave et latin, on peut avoir très bien la même perception de l'Europe? Est-ce que c'est une influence? Oui, effectivement, c'est une question extrêmement intéressante et importante et qui, de mon point de vue, est trop souvent évacuée ou en tout cas ignorée parce que les langues sont porteuses de culture et de représentation, justement. Et ça n'est pas du tout anodin de parler d'un sujet dans une langue ou dans une autre, ou de communiquer à l'échelle de l'Europe dans une langue ou dans une autre. Mais je vais revenir un tout petit peu en arrière, juste pour rebondir sur le propos précédent, sur la question des marques. Moi, si on me demande citer une marque européenne, eh bien, assez naturellement, je parlerai d'Airbus. Parce que voilà, c'est, de mon point de vue, une des grandes réussites européennes. Et c'est vrai que c'est identifié aussi à l'international comme quelque chose d'avant tout européen, alors que la plupart, il y a beaucoup de marques finalement qui sont quand même assez nationales, au moins au départ dans leur création. À l'inverse, je pense que, par exemple, je pense à certains secteurs comme le luxe, eh bien, il y a pas mal d'entreprises qui tiennent beaucoup à leur ancrage national parce que ça renvoie alors là à une image très forte et il y a assez peu de chances qu'elle passe à l'échelon européen. L'Europe elle-même est une sorte de marque. En tout cas, dans l'Europe orientale, il faut savoir que le terme d'euro, alors en russe yevra, en russe ça se prononce yevra, vous avez euro quelque chose, notamment un terme qui est yevra remont, qui est, disons, rénovation à l'européenne ou euro-rénovation, qui est extrêmement populaire en Ukraine, Biélorussie, Russie, enfin dans tout cet espace russophone, ou en tout cas qui est lié à une culture plus ou moins russe, et qui signifie en fait qualité. En gros, c'est quasiment équivalent de qualité, et en même temps à l'européenne. Donc la rénovation à l'européenne, c'est typiquement tous les appartements, les habitations qui sont hérités soit de l'Union soviétique, soit d'une période récente, et qui ont été mis au goût du jour, qui ont été rénovés, modernisés, et pour eux, on habite dans un appartement à l'européenne, ce qui d'ailleurs, évidemment, est une représentation, parce que qu'est-ce qu'un appartement, qu'est-ce qu'une habitation à l'européenne, ça reste à vérifier, mais à conceptualiser même. Mais vous voyez, là, on a une sorte de marque Europe qui va beaucoup plus loin que la seule Europe communautaire dont on parle. Alors pour ce qui est des langues, c'est vrai qu'on est, en Europe dans un paradoxe, et d'ailleurs du point de vue français, on a loupé quelque chose, si je puis dire, de manière un peu populaire, parce que rappelons-nous que dans les années encore 50-60, c'est-à-dire au moment où l'Europe s'est créée, le français restait la langue de la diplomatie et la langue du droit international. Donc, certes, l'anglais était déjà dominant au niveau mondial, mais au niveau européen, la plupart des élites politiques en Europe, on savait parler français, où c'était vraiment un élément très important d'une carrière diplomatique. On ne peut pas vraiment faire autrement. Or, dans le deal qui s'est fait entre l'Allemagne et la France, il y avait l'Allemagne, comme j'ai dit tout à l'heure, qui voulait se réhabiliter, et la France qui voulait arrêter cette opposition stérile. Eh bien, la France aurait très bien pu dire, bon, le français, ce sera la langue de l'Europe. Ce qui était le cas plus ou moins, c'était le cas dans les faits pendant une certaine période. Ça n'a pas été marqué quelque part. Et le paradoxe absolument extraordinaire, c'est que le pays qui a été le plus eurosceptique dès le départ, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne est venue en deuxième quand elle s'est aperçue finalement que ça marchait. Au départ, elle ne voulait pas entendre parler de l'Europe communautaire. Eh bien, c'est sa langue qui est adoptée comme langue européenne et qui, en plus, est perçue jusqu'à maintenant
dans une forme de neutralité. C'est-à-dire que l'anglais, finalement, devient relativement neutre par rapport aux autres langues. Si on dit demain la France, et d'ailleurs je crois qu'Emmanuel Macron a évoqué à nouveau cette question en disant, avec le Brexit, se repose la question de savoir quelle va être la langue des échanges en Europe, et pourquoi pas le français. Dès qu'on dit ça, aussitôt, eh bien, on s'attend aux réactions des Italiens qui vont dire, mais et à la limite, pourquoi pas l'italien, des Allemands encore plus qui vont dire, mais nous, on a toute une zone germanophone, donc ça pourrait être l'allemand. Et donc, pour beaucoup d'autres peuples, aussitôt, ça va être perçu comme non neutre et comme une volonté française un petit peu de dominer l'Europe, alors que l'anglais, très paradoxalement, est perçu comme relativement neutre. Or, de mon point de vue, c'est pas neutre du tout, parce que c'est quand même assez dommage que cette langue, qui a déjà un impact mondial, donc qui n'a pas du tout besoin de l'Europe pour rayonner à l'échelle mondiale, eh bien, est en plus la langue de l'Europe. C'est vrai que ça pose question, surtout en plus quand on sait par ailleurs que l'anglais de la Commission européenne, bon, c'est pas forcément la langue la plus la plus intéressante qui soit, et d'ailleurs elle est très très critiquée au Royaume-Uni. Il y a tout un mouvement au Royaume-Uni de rejet de cette espèce d'anglais international qui ne leur correspond pas du tout. Donc on est là encore dans un paradoxe. Alors, pour ce qui est des Slaves, des Latins, etc., disons que, évidemment, que les langues sont aussi liées à des représentations parce qu'elles sont liées à des cultures et que, en tout cas, voilà, un jeune russe, si on va au dehors de l'Union européenne, ou un jeune polonais, il aura quand même, a priori, lu des grands textes de sa littérature. Il aura voilà, une ambiance culturelle qui sera liée à sa langue. Donc ça structure quand même pas mal les personnalités et les représentations. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'Europe, au-delà des questions politiques, il y a quand même des circulations des idées et une culture quand même relativement commune qui est quand même beaucoup plus ancienne que la construction européenne récente.